Bonjour à tous, nous allons tenter de comprendre et saisir si le préjudice ne pourrait pas constituer un élément central permettant de comprendre la psychiatrie et sa pratique clinique. Alors, si on demande à un ensemble de soignants, de professionnels de santé en santé mentale, qu'est-ce qui permet de considérer une condition comme pathologique en psychiatrie, on a différentes réponses. Les premières qui reviennent tournent autour de la souffrance, ou de la description de cette souffrance par un individu extérieur. Et donc, si on liste ces différentes propositions qu'on retrouve dans différentes études, eh bien, on a la normalité. Alors, tout réside dans le fait de savoir qu'est-ce que c'est la normalité, c'est-à-dire en fonction de quelle référence on juge qu'une condition ou une norme n'est plus statistiquement ou socialement acceptable. Deuxièmement, ce qui peut faire considérer une condition comme pathologique en psychiatrie pourrait être considéré comme ce qui peut être traité par des médecins ou des soignants. Donc tout ce qui peut tomber sous la possibilité d'un traitement appartiendrait au champ de la psychiatrie. Troisièmement, la souffrance, donc sans doute le critère le plus évident. Lorsque quelqu'un souffre, il y aurait possibilité de considérer cette souffrance comme du pathologique, mais on va voir par la suite toute la difficulté de délimiter à quel moment une souffrance doit être médicalisée. Quatrièmement, l'incapacité. Donc là, il s'agit d'une description extérieure, par exemple par une communauté ou une société qui décrit que telle ou telle condition devrait être considérée comme une incapacité et donc pourrait être médicalisée, et notamment en psychiatrie. Et puis enfin, on peut citer un problème physiologique, c'est-à-dire ce qui appartient à la psychiatrie est finalement ce qui est compris à l'intérieur, ce qui est une altération physiologique. Alors, dès 1977, Bourse a expliqué que aucun de ces critères ne constitue une condition nécessaire ou suffisante du pathologique. Et on en est venu petit à petit, au fil des descriptions, à considérer à la fois une normalité statistique, donc une dysfonction, la fonction n'est plus normale sur un plan statistique, et à considérer les valeurs de la personne, quelles valeurs pour la personne peuvent être considérées comme pathologiques lorsqu'elles sortent d'un certain rang. Et ainsi, cette proposition de la dysfonction et du préjudice a été concrétisée avec Wakefield en 1992 avec l'analyse de la dysfonction préjudiciable que l'on va développer tout de suite. Alors une condition pourrait être considérée comme un trouble psychiatrique dès lors que serait présent une dysfonction qui cause un préjudice. Alors maintenant se pose la question de savoir comment définir une dysfonction et comment définir un préjudice. Eh bien une dysfonction, ce serait dès lors qu'une fonction ne correspond plus à la norme statistique dans laquelle elle devrait correspondre. Et par exemple, lorsqu'on trace une courbe de Gauss, telle que celle-ci, la fonction considérée comme normale serait au centre de cette courbe de Gauss, et puis les dysfonctions seraient considérées en périphérie, à l'extérieur de cette courbe. Et en fait, comment trace-t-on cette courbe? Est-ce qu'il faut se baser sur la fréquence de la population? La réponse aujourd'hui la plus classique est de dire qu'il faut se baser sur une fonction telle qu'elle a été définie par l'évolution. Et donc, d'autres propositions, on propose de dire que non, ces fonctions doivent être définies par l'environnement du patient. Mais en tout cas, la théorie de l'évolution permet de donner un critère universel permettant de dire qu'est-ce que c'est une fonction normale et permettant d'expliquer pourquoi elle se distribue autour de cette courbe de Gauss. Deuxième problème, comment on définit le préjudice? À quel moment un préjudice? Eh bien, c'est vraiment un préjudice. On dit le préjudice peut se décomposer en deux types de souffrance, la souffrance telle qu'elle est vécue et l'incapacité telle qu'elle est perçue par le système de valeurs de la communauté, de la société et de la culture. Mais bon, le problème c'est premièrement comment on définit le degré d'incapacité et comment on définit ce qui fait communauté, société ou culture. Donc par exemple, si on imagine une île pro-ANA, c'est-à-dire une île où un ensemble de jeunes patients et patientes anorexiques se seraient réunis, elle pourrait peut-être avoir une dysfonction au niveau biologique, puisque la fonction alimentation ne correspondrait pas à ce qui a été décrit selon l'évolution. Mais cependant, il n'y a pas de préjudice vécu par ces personnes, puisque elles-mêmes ne souffrent pas, ne décrivent pas une souffrance du fait de leurs conditions, et il n'y a pas non plus d'incapacité décrite par les autres membres de cette culture, communauté ou société, puisque toutes se reconnaissent comme pro-ANA.
Et donc le problème est donc de dire, sur cette île, la condition anorexie n'est pas considérée, ne doit pas être considérée comme un trouble psychiatrique. Alors vu de l'extérieur, on aimerait dire, oui, mais il y a quand même une souffrance, ça gêne la survie de ces personnes, on a une vision à plus ou moins court ou long terme, et à long terme, la survie est quand même compromise, mais ça pose vraiment la question de valeur extérieure à la société, de considérer ce qui est une bonne vie. Autrement dit, est-ce que chacun d'entre nous n'est pas en train de réduire le cours de sa vie en adoptant certaines conduites? Est-ce que, par exemple, le fait de boire un verre d'alcool n'est-il pas déjà une manière de diminuer sa survie? Et donc là se posent des questions de qu'est-ce que c'est une bonne vie, qu'est-ce que c'est une vie en bonne santé, qu'est-ce que c'est une vie vécue intensément par rapport à qu'est-ce que c'est une vie vécue sur le long cours. Et donc on a là le problème de la question de qu'est-ce de valeur du point de vue de la société, du point de vue de l'extérieur de la société, et la question de ce qui fait une communauté. Alors quand on compare les communautés, quand on regarde dans d'autres cultures, déjà il y a quelque chose de simple, c'est que si on met de côté les états de transe et chamanique qui sont parfaitement reconnus par ces cultures comme différents de conditions de souffrance, on s'aperçoit que les symptômes de ce que nous appelons psychose sont décrits comme préjudiciables pour les personnes. Ce qui est intéressant donc de comprendre, c'est que hormis les états de transe, lorsqu'une personne présente des hallucinations et un délire dans certaines cultures, au Pérou, en Alaska, au Nigeria, etc., la société va le considérer comme, entre guillemets, pathologique, et plus ou moins dysfonctionnel, mais cela n'est pas toujours explicite. Alors, cela dit, lorsqu'on regarde dans le passé, par exemple, on sait que les jeunes enfants, dans les premiers temps préhistoriques, avaient un certain avantage évolutif et sélectif du fait de leur hyperactivité. Cela leur permettait d'éviter certains dangers, d'éviter les prédateurs, et donc en fait les troubles de l'attention aujourd'hui, ou en tout cas le clignement attentionnel et l'hyperactivité étaient perçus comme une qualité à cette époque. Donc c'est la question des stabilités des troubles dans le temps. Est-ce que ce qui était auparavant considéré comme une condition normale peut être considéré aujourd'hui comme pathologique? Et inversement, ce qui est aujourd'hui considéré comme normal va-t-il être considéré comme pathologique si l'environnement évolue? Et donc ça pose la question de l'environnement avec cette courte fable, l'ours polaire qui, à cause de la fonte des glaces, va migrer, perdre ses poils, bronzer et arriver en Afrique. On s'aperçoit que si un individu qui présente par exemple un trouble affectif saisonnier dans les hautes latitudes, qui est plutôt protecteur, qui présente un avantage évolutif, si cet individu voyage et s'installe en Afrique, ce trouble affectif saisonnier va devenir un trouble. Et donc en fait, on va commencer à définir un trouble en fonction de la culture. Alors ce qui ne pose pas un problème, ce qui est considéré comme un trouble en Occident ne l'est pas nécessairement dans un autre pays, mais en même temps, ce qui pose quand même la question de la stabilité des troubles dans l'espace, avec toutes les conséquences que cette question peut avoir, notamment si on propose une nosologie, une classification qui se veut internationale. Alors, si on met de côté la question de la dysfonction sur le plan de l'évolution, qui peut mener à de nombreux débats et nécessite de connaître les fondements de la théorie de l'évolution, on pourrait quand même questionner qu'est-ce qui fait préjudice et essayer de proposer des critères pour déterminer ce qui fait préjudice. Alors, 3 méthodes ont été proposées en 2021 par Rachel Cooper, en rappelant que le préjudice est bien un détresse vécue ou incapacité décrit selon les valeurs de la société, et en rappelant aussi que le préjudice doit être lié à la dysfonction. Par exemple, avant 1983 et l'exclusion de l'homosexualité du DSM, les personnes homosexuelles avaient un préjudice. Cependant, ce préjudice était lié à la stigmatisation de la société, à la mauvaise perception de la société sur cette communauté, et la souffrance n'était pas liée à la dysfonction, en tout cas la dysfonction potentielle de la reproduction, qui elle-même est critiquable, chez les personnes homosexuelles. Donc détresse vécue ou incapacité décrite par la société qui est directement liée à un préjudice. Alors c'est directement lié à une dysfonction. Alors si on essaie de définir le préjudice, est-ce qu'on doit réfléchir intuitivement ou rationnellement? Est-ce que ça peut permettre de définir ce qui est un préjudice? Par exemple, les mouvements répétitifs dans l'autisme. Alors il est clair que si un enfant se balance d'avant en arrière pour se rassurer, ça ne porte pas préjudice à l'enfant, et dans ce cas-là, on dit qu'il n'y a pas de préjudice. Si, par contre, il se balance d'avant en arrière et tape des coups de tête dans le mur, là, il y a préjudice. Alors, ce qui est délicat, c'est que finalement, la réflexion rationnelle nécessite de stipuler une norme rationnelle chez tous les individus dans une communauté donnée. Alors deuxièmement, on pourrait dire, on va comparer tous les arguments de tous les individus. Donc par exemple, la surdité, on pourrait dire que oui, ça augmente le bonheur
dans la communauté. Ça, de nombreuses études ont prouvé que les personnes sourdes, avec un grand S, ont des mesures de bien-être qui sont tout aussi convenables que des personnes non sourdes. Et en même temps, d'autres personnes pourraient dire, mais oui, mais il y a un rejet socio-professionnel qui augmente la souffrance. Et donc il faut accepter l'incertitude et se dire que eh bien, en fonction des points de vue, des perspectives et des personnes, eh bien, il va y avoir différentes formes de préjudice et on ne peut pas donner un préjudice universel. Puis un troisième argument qui lui aussi peut être critiqué, un argument de cohérence, s'il est parfaitement clair pour tout le monde qu'une forme de fétichisme pour un objet n'est pas pathologique, on peut aimer très fortement un objet au point de ne pas vouloir avoir envie de se reproduire, et bien par extension, par comparaison, par analogie, d'autres formes d'amour ou de non-amour ne devraient pas être considérées comme pathologiques de la même manière. Donc, par exemple, la sexualité n'est pas considérée comme pathologique parce que au même titre, par analogie, que le non-amour ou l'amour des objets, c'est-à-dire qui ne permettent pas la reproduction, eh bien, il n'y a pas de pathologie. Alors, bon, ces trois méthodes sont très critiquables par l'argument de rationalité lui-même, la comparaison qui fait tomber dans une forme de relativisme, et l'argument de cohérence qui est déjà difficile à comprendre, et puis se base aussi sur de nombreuses inférences. Et donc, on s'aperçoit que autant la question de la dysfonction basée sur l'évolution est critiquable, autant la question de ce qui fait préjudice reste ouverte. Voilà, merci pour votre attention.